Notre prochain invité, c'est M. Jérôme Gaudreault, qui est directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. Jérôme Gaudreault, bon matin. Oui, bonjour, M. Montminy. Très heureux d'être avec vous ce matin. Oui, heureux de vous recevoir aujourd'hui. Jérôme, ça fait quand même un bon bout de temps. On se parle au moins une fois par année. Absolument. Mais on s'est bien connu sous d'autres cieux lorsque vous étiez directeur général de la Chambre de commerce de Lévis. Absolument. Toujours très heureux d'avoir l'occasion de collaborer avec les gens de la région. Jérôme, c'est la 33e semaine nationale de prévention du suicide qui se déroule jusqu'au 11 février. On est en plein dedans. Est-ce qu'on voit des signes encourageants, Jérôme? Bien, si on regarde les données statistiques qui viennent d'être publiées par l'Institut national de santé publique cette semaine, donc à chaque année, on a une mise à jour des données. Et ce qu'on a appris cette année, c'est qu'on a atteint un taux historiquement bas en matière de suicide. Depuis 40 ans, on n'a jamais eu des taux de décès aussi bas. Donc, c'est encourageant parce que ça nous démontre que l'importance de la problématique est en diminution. Mais il reste qu'il y a encore à chaque jour 3 personnes qui décèdent par suicide au Québec. Et on espère qu'on va être en mesure de mettre en place de nouvelles stratégies, nouvelles solutions qui vont faire en sorte qu'on réussisse à faire baisser cette problématique-là de manière significative. Il y a une stratégie nationale de prévention du suicide qui a été annoncée par le gouvernement l'année dernière avec des investissements importants. Donc, on espère que ça pourra faire une différence dans le futur. On dit également que les taux ont baissé, oui, mais même avec une pandémie, parce qu'on avait certaines inquiétudes par rapport au fait que les gens étaient plus seuls durant la pandémie. Et malgré ça, on affiche des signes encourageants. Effectivement, le début de la pandémie, quand ça a démarré en 2020, il y avait quand même une inquiétude de notre part à savoir quel serait l'impact de tout ça sur les taux de suicide. Donc, il y a vraiment eu un effort supplémentaire qui a été mis de l'avant par l'ensemble des ressources qui travaillent en prévention du suicide, de manière à faire connaître davantage les ressources d'aide, à faire davantage de sensibilisation auprès des gens pour leur dire, écoutez, si jamais ça va pas bien, c'est normal que ça aille pas bien dans cette période difficile, bien, sachez qu'on est là, sachez qu'on va vous apporter du soutien. Donc ça, c'est peut-être un des éléments qui peut expliquer pourquoi on n'a pas connu d'augmentation de décès pendant la pandémie. L'autre élément, c'est que le fait qu'on se retrouve en bulle familiale, bien, on surveille davantage les uns les autres. Le fait aussi de contribuer à lutter contre la pandémie en respectant les mesures sanitaires, bien, ça amène un sentiment d'utilité à la société. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, c'est un facteur de protection face au suicide. Donc, grâce à ça, on a quand même réussi à éviter qu'il y ait une augmentation, mais il reste que pendant la pandémie, ça a été démontré, il y a eu une augmentation importante des troubles de santé mentale et ça, on sait que c'est un facteur de risque par rapport au suicide. Donc, c'est important de continuer à marteler les messages parce qu'on a vu que ça a pu faire une différence justement pendant la période pandémie. Est-ce qu'on peut dire, Jérôme, qu'il n'y a jamais rien de gagné face à la prévention du suicide? Tant qu'on aura des gens qui vont décéder par suicide, on n'aura pas gagné. Moi, je crois fondamentalement que c'est un problème qu'on peut éviter. On connaît des solutions, puis il faut les impliquer davantage, mais au-delà de ça, il faut que chacun d'entre nous, chaque citoyen, se positionne par rapport au suicide. C'est pas juste l'affaire des autres, c'est aussi notre affaire. Donc, juste en disant non au suicide, pour moi, là, le suicide, ça sera jamais une option, peu importe les difficultés que je vais traverser dans la vie, ça ne le sera jamais. À partir du moment où on se crée cet interdit-là, on peut en parler dans notre entourage, dire aux gens, à nos proches, qu'on est là pour eux, qu'on est là pour les soutenir. Si jamais ça va moins bien, ils peuvent faire appel à nous. Et savoir aussi qu'il y a des ressources d'aide qui sont disponibles en tout temps. Lorsque nous, on a des idées suicidaires ou si d'autres personnes autour de nous vont pas bien, on peut faire appel à ces ressources-là en tout temps pour justement nous accompagner. Et quand tout le monde aura embarqué dans ce mouvement-là, aura pris cette décision-là, moi, je suis convaincu qu'on va réussir à diminuer significativement le nombre de décès. Est-ce qu'on doit faire un lien entre détresse psychologique et suicide? Il y a un lien direct dans la mesure où la très, très grande majorité des gens qui décèdent par suicide vivent une très grande souffrance psychologique, vivent avec un trouble de santé mentale. Ça peut être des troubles plus bénins comme l'anxiété, du stress. Ça peut aller à des problématiques plus graves comme bipolarité ou schizophrénie, donc qui sont des maladies mentales. Donc ça, c'est un point commun. Par contre, ce qui est très important à dire, c'est pas parce qu'on souffre d'un trouble de santé mentale qu'on est manifestement condamné au suicide. La très grande majorité des gens qui vivent avec des épisodes de troubles de santé mentale n'auront pas d'idées suicidaires ou vont traverser. Et même avoir des idées suicidaires, ce n'est pas une condamnation à mort. La très, très grande majorité qui peuvent avoir un épisode où ils envisagent le suicide vont surmonter cet épisode-là et n'y reviendront jamais.
Jérôme, dans un texte d'Hugo Giguère de la presse canadienne, il mentionne que de manière générale, les jeunes de 15 à 34 ans sont aussi beaucoup plus nombreux à demander de l'aide que les adultes plus âgés. Pourquoi? Est-ce que j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi les jeunes font plus appel ou avoir de l'aide que les gens plus âgés? J'ai de la misère à comprendre pourquoi. C'est une très, très bonne remarque. Puis nous, on le voit dans les données statistiques par le nombre de visites à l'urgence. On a constaté une augmentation importante des visites pour idées suicidaires et tentatives de suicide dans les dernières années, particulièrement chez les adolescents et les adolescentes. Il y a plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer ça. Je pense que d'une part, les jeunes, puis là, quand je dis jeunes, là, ça peut aller jusqu'à 30-35 ans, vont avoir une sensibilité plus grande par rapport à l'état de santé mentale. Alors que le modèle traditionnel qui dit, ben, tes problèmes, là, tu les gères tout seul, tu t'organises, puis tu ne demandes pas d'aide, ce qui correspond souvent au modèle traditionnel masculin, bien ça, c'est en train, tranquillement, pas vite, de disparaître. Donc, ça fait en sorte qu'on va être beaucoup plus sensible, puis la santé mentale aussi est beaucoup plus à l'ordre du jour. On en entend beaucoup plus parler depuis des années. Maintenant, on accepte ça, on reconnaît que ça existe, et on reconnaît aussi que c'est possible de demander de l'aide et d'en obtenir. Donc, tout ça conjugué fait peut-être en sorte que les jeunes vont avoir une plus grande propension à justement être attentifs à leur état de santé mentale et lorsqu'il y a des périodes plus difficiles, ils vont être plus rapides à aller demander de l'aide. Et selon les statistiques de M. Giguère, les femmes, les jeunes femmes sont plus aptes à demander de l'aide que les jeunes hommes. Pourquoi? Bien, je pense qu'il y a peut-être une question. C'est un phénomène qu'on observe, là, pas juste au Québec, mais dans la grandeur de l'Occident. Il y a une montée des troubles de santé mentale, particulièrement chez les adolescentes. Il y a des hypothèses qui tournent beaucoup vers l'utilisation des médias sociaux, l'importance de l'image, du paraître. Puis quand notre image ne correspond pas au niveau où on souhaiterait qu'elle soit, bien là, ça peut provoquer davantage de troubles de santé mentale chez les jeunes. Donc, qui pourrait mener à une détresse aussi importante que d'envisager le suicide. Donc, ça fait partie des hypothèses qui peuvent expliquer ça. C'est inquiétant. Dans la mesure où s'il y a une augmentation des troubles de santé mentale chez les adolescentes, bien, ça peut les hypothéquer sur une longue période. Par contre, ce qui est rassurant, c'est que les taux de suicide chez les adolescents et chez les adolescentes sont les taux les plus, dans toutes les catégories d'âge, sont les taux les plus bas et ils demeurent bas. Donc ça, au moins, ça nous rassure de ce côté-là. Selon l'INSPQ, on dit que le taux de suicide diminue notamment chez les jeunes filles. Est-ce que c'est justement pour cette raison, parce que les jeunes filles sont plus aptes à demander de l'aide que les jeunes hommes? Les taux de suicide ont baissé beaucoup depuis le début des années 2000, mais là, je vous dirais qu'il y a quand même une certaine stagnation là, depuis quelques années. Ils sont déjà très bas et on ne voit pas de tendance à l'augmentation. Donc, ce qui fait en sorte que quand un jeune manifeste des troubles de santé mentale, on va avoir tendance à réagir beaucoup plus rapidement, à aller demander de l'aide. Et ça, bien, ça fait en sorte qu'on est capable de mettre en place un filet de sécurité pour éviter que les situations s'empirent. Et là, bien, que le jeune puisse envisager le suicide et même faire des tentatives. Et dans le cadre de cette 33e Semaine nationale de prévention du suicide, on dit que maintenant, il y a des ressources pour les productrices et les producteurs agricoles. Pourquoi eux? Bien, on sait que les gens qui travaillent dans le milieu agricole, particulièrement les gens qui exploitent des fermes, vivent avec un stress beaucoup plus important que la population en général. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'enjeux liés à l'exploitation d'une terre agricole et le milieu est souvent très, très sensible à des réalités qui les dépassent. Donc, par exemple, le prix de l'essence, par exemple, le cours du prix du grain mondial. Et ça, bien, ça apporte un niveau de stress, toute la question de la santé du cheptel. Donc, on sait qu'il y a une vulnérabilité qui peut être un peu plus grande et que les taux de suicide sont plus élevés dans la communauté agricole qu'ils peuvent être par rapport à la société en général. Donc, on a mis en place des mesures, notamment en collaboration avec l'Union des producteurs agricoles, notamment avec les centres de santé, pour justement faire en sorte qu'on soit en mesure de repérer plus rapidement les gens qui peuvent avoir des difficultés. Donc, je vous donne un exemple concret. On a développé une formation Agir en sentinelle pour les milieux agricoles qui s'adresse aux gens qui travaillent en collaboration avec des agriculteurs, donc par exemple des vendeurs, des vétérinaires, des vendeurs de moulets, donc des gens qui sont en contact régulier, qui sont en mesure de reconnaître les signes de vulnérabilité au suicide, d'aller vers cette personne-là et de lui proposer une aide, lui demander comment ça va et voir si elle a besoin d'aide. Il y a aussi des travailleurs, des travailleuses de rang qui sont en train de s'implanter partout au Québec actuellement. Donc, c'est des gens qui connaissent la réalité du milieu agricole, mais qui sont des travailleurs sociaux. Donc, ils sont capables d'aller dans les fermes, travailler, parce que l'exploitant de la ferme, il n'a souvent pas le temps de se déplacer dans une autre ville pour aller rencontrer un psychologue ou un intervenant social. Donc, au lieu de faire ça,
de leur demander de faire ça, ben, c'est le contraire qu'on fait. C'est qu'on va dans l'exploitation, on va dans la ferme et on parle avec l'agriculteur pour voir comment ça va, puis on peut faire une intervention de cette manière-là. Le thème cette année que je trouve très pertinent, mieux vaut prévenir que mourir, ose parler du suicide. Est-ce qu'on ose parler du suicide, Jérôme? Est-ce que c'est encore... est-ce que c'est encore difficile pour les gens qui sont en détresse ou qui ont des ressources, des moyens pour aider ces gens-là à oser parler? Il y a encore des tabous, mais heureusement, on en parle davantage. Mais il faut bien en parler. Puis c'est un peu ça avec notre thématique, mieux vaut prévenir que mourir. C'est vraiment d'inciter les gens à faire le pas supplémentaire pour aller vers les personnes qu'ils voient plus vulnérables. Quand on voit quelqu'un dans notre entourage a l'air à moins bien filer, a tendance à s'isoler, tout à coup, son hygiène de vie a tendance à être moins bonne. Donc, ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Donc, de faire le pas, d'aller vers cette personne-là, lui demander comment ça va, puis si effectivement ça ne va pas, rapidement poser la question, traverser l'inconfort, puis poser la question, est-ce que ça va mal à un point tel que tu songes à t'enlever la vie ou tu songes à te suicider? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un sujet qui va inciter les gens à passer à l'acte. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Tout à coup, ah oui, tu me parles de suicide, c'est une option que je n'avais pas envisagée, mais maintenant que tu m'en parles, je vais l'envisager. Évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un phénomène qui est complexe et qui peut apparaître sur une longue période. Donc, c'est pour ça qu'on invite les gens à faire le petit pas supplémentaire. Et pour ça, on a mis de l'avant le site oseparlerdusuicide.com qui donne des conseils aux gens pour justement être en mesure d'avoir une conversation utile, significative avec quelqu'un qui peut aller moins bien. Il y a même une simulation qu'on peut suivre d'une conversation sur le suicide entre deux personnes. Donc, de ne pas hésiter à consulter ce site web-là pour aller justement s'outiller si jamais on constate que quelqu'un dans notre entourage aurait besoin qu'on en parle avec lui. Bon, c'est un nouvel outil dont vous disposez. Est-ce que vous avez eu l'occasion de mesurer? Est-ce que les gens y vont sur le site? Est-ce que les gens en détresse ou les gens... Évidemment qu'on surveille, la fréquentation. Là, on vient juste de le lancer, donc on n'est pas en mesure encore d'évaluer l'impact. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 2 ans, on a lancé un nouveau site web aussi qui s'appelle suicide.ca, qui se veut un site qui offre du clavardage et de l'intervention et de l'information utile par rapport au suicide. Et on en est à plus de 200 000 visites par année. Sur ce site web-là. On fait plus de 12 000 interventions par clavardage et par texto par année actuellement, et c'est en croissance constante depuis le lancement. Donc, il y a vraiment un appétit pour obtenir de l'information et de l'aide en ligne, ce qui n'existait pas au-delà avant 2020. Donc, il faut qu'on s'adapte aussi dans notre manière d'offrir des services à la population. Ça faisait longtemps qu'il fallait qu'on le soit sur Internet pour être capable de rejoindre des gens qui n'auront pas nécessairement le réflexe de prendre le téléphone pour parler à un intervenant. Donc, c'est des mesures qu'on met en place et qui donnent des bons résultats. Jérôme, est-ce que vous avez de l'aide? Est-ce que vous êtes soutenu par le ministère pour vous aider à développer ou encore trouver des nouveaux outils là, pour prévenir le suicide? Est-ce que vous vous sentez supporté? Bien, je pense qu'on a une bonne collaboration actuellement avec le ministère de la Santé. Je vous parlais de la stratégie nationale un peu plus tôt. C'est sans précédent. Un investissement de 65 millions de dollars en prévention du suicide. Nous, on a des ententes avec le ministère de la Santé qui supportent nos projets, qui supportent notre mission. Donc, je vous dirais qu'on a une très, très bonne écoute du côté des politiciens. Je pense que la pandémie aussi, elle a aidé à remettre de l'avant la question de la santé mentale et en corollaire du suicide. Donc, ce qui fait en sorte qu'on en a bénéficié. Bien sûr qu'on pourrait en faire plus. Je pense qu'au-delà de la collaboration du gouvernement, je pense que ce qui est important, c'est que l'ensemble des milieux s'outillent et s'organisent en prévention du suicide. Je vous parlais des milieux agricoles, ce qu'on a fait avec l'Union des producteurs agricoles. On développe des ententes avec un paquet de milieux comme ça. Par exemple, avec l'Auto-Québec pour les salons de jeu, par exemple, avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour la sensibilisation auprès du public de la Ligue et des joueurs. Donc, on va développer des ententes avec ces milieux-là qui n'ont pas une mission première à l'égard de la santé mentale, mais qui sont conscients qu'il y a peut-être des enjeux de santé mentale dans leur rang et qui viennent chercher notre expertise, notre collaboration pour justement les aider à créer ce filet de sécurité-là dont je parlais tout à l'heure et faire en sorte qu'on soit en mesure de repérer plus rapidement des gens qui pourraient être vulnérables pour leur apporter de la meilleure aide. Dans notre bulletin de nouvelles de ce matin, on parlait de l'augmentation des faillites. Les temps sont durs, augmentation de taux d'intérêt, l'inflation. Est-ce que ça peut être un facteur qui puisse faire augmenter les chiffres au cours de la prochaine année?
Oui, définitivement. Les revers de fortune, comme on dit, nous, de notre côté, font partie des facteurs de risque au suicide. C'est pas parce qu'on va vivre une faillite professionnelle, par exemple, qu'on va nécessairement devenir suicidaire du jour au lendemain, mais ça va souvent s'accumuler avec d'autres problématiques. Je vous parlais des troubles de santé mentale, ça peut être lié aussi avec des questions de consommation, avec questions de rupture, échec amoureux. Et donc, il peut y avoir un paquet d'éléments là, qui peuvent venir affecter la population. Donc, oui, quand l'économie ou quand une communauté vit des moments plus difficiles, parfois, ça peut avoir un impact sur l'état d'esprit de la population. Je vous parlais du COVID tantôt, que les taux de suicide ont diminué, mais on va le reconnaître, il y a beaucoup de gens qui sont décédés en raison de la COVID parce que la COVID s'est ajoutée à une série d'éléments malheureux dans leur vie. Et là, ça peut faire en sorte que la goutte vienne déborder le vase. Donc, on a réussi à en prévenir davantage qu'on en a perdu, mais chaque élément vécu de manière difficile peut être un élément qui est déclencheur. Jérôme Gaudreault, on va souhaiter qu'au cours de la prochaine année, tous les efforts que vous mettez puissent continuer à faire diminuer le taux de suicide, particulièrement dans Chaudière-Appalaches, mais partout où les gens nous entendent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et si vous avez besoin de nous parler, vous êtes toujours le bienvenu sur nos ondes. Merci beaucoup, Michel, c'est très apprécié. OK. Merci, Jérôme. Voilà, Jérôme Gaudreault, qui est directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. Ça complète